Bonus. Trax. Bonjour à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes, je suis le commandeur Guigui et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du Cadran Pop, le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop. Alors Star Trek a toujours été une franchise qui posait les bonnes questions. Mais depuis les nouvelles séries, la saga le fait de moins en moins. Et des fois, il y a même des épisodes qui n'interrogent rien du tout, si ce n'est les capacités des scénaristes. Engage. Ambassador, it is my honor to welcome you aboard the USS Enterprise. Other Klingons call him the Butcher of Jagal. The Federation believes everyone deserves a second chance. No, he's pretending. Sometimes you pretend something long enough, it becomes the truth. War doesn't leave you. It can bury itself, but it's always there. All of us have to remember what we love most. We fight for them. But if we don't fight, we don't win. Working. Alors aujourd'hui, pour parler de cet épisode, je ne suis pas tout seul, je suis avec un équipage d'élite. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu par ici, alors qu'il est si loquace sur ses propres canaux de transmission, c'est le capitaine Orion Cyril Michael. Salut Cyril Michael. Bonjour tout le monde, bonjour Guigui. L'épisode dont on va parler cette fois montre à quel point il est important d'avoir des psys à bord de l'Enterprise. Et du coup, on a ramené notre propre conseillère, c'est Céline. Salut Céline. Salut tout le monde. Il est de retour et il est toujours romulien, et c'est Romain Bramis. Salut Romain. Salut tout le monde. Alors avant de commencer, sachez que sur une excellente initiative de Yann et Yasmine, les podcasts du Cadran Pop seront retranscrits autant que possible pour les personnes sourdes et malentendantes. Une équipe se constitue et nous recherchons actuellement des volontaires encore sur notre Discord. Alors toutes les explications sont sur notre site internet podcast.lecadranpop.fr où vous pourrez retrouver tous les fichiers lorsqu'ils seront terminés, et pour rejoindre donc notre Discord pour participer, tout est également expliqué sur notre site. Alors, avant de commencer, quand même, on va parler de choses qui vont moins fâcher, c'est-à-dire les épisodes précédents. Alors Cyril Michael, qu'est-ce que t'as pensé des épisodes précédents de cette saison 2 de Strange New Worlds ? J'ai un peu du mal, à part celui avec le crossover de Lower Deck, j'ai pas un goût de reviens-y automatique. C'est autant j'étais très enthousiaste pour la saison 1, autant là, j'ai été un peu déçu pour le moment, même si c'est toujours d'une très bonne qualité, d'une très bonne facture. J'ai l'impression que ça manque un peu du peps de la première saison. Ouais, je suis un peu dans cet état-là aussi. Et toi, Céline ? Je partage aussi un peu cet avis-là. C'est vrai que je garde un bon souvenir de la première saison. Pas très détaillé, il n'y a pas vraiment d'épisodes qui m'ont marqué au final. Là, la deuxième, j'avoue qu'elle me perd de plus en plus. Contrairement à beaucoup, j'avais pas détesté le premier épisode, j'avais trouvé ça sympa. Et puis après... vraiment l'impression d'avoir déjà vu les histoires qui étaient proposées, d'avoir déjà entendu 1000 fois les interactions, les dialogues, pas beaucoup de surprises et comme je le dis souvent, pas beaucoup de New Worlds. Beaucoup d'entre-soi et pas beaucoup d'exploration spatiale. Donc ouais, un petit peu dérouté, hormis effectivement l'épisode crossover que j'ai absolument adoré, que j'ai vu 3 fois, ce qui est très rare pour moi de revoir un épisode. Et vraiment celui-là, il m'a régalé, mais voilà. Là, et puis c'est pas le dernier diffusé qui m'a réconcilié avec cette saison. Oui, je comprends. Et toi Romain, c'est quand la dernière fois que t'étais là ? C'était pour l'épisode 4 je crois. Ouais, alors je sais plus lequel de vous deux a dit qu'il avait du mal à se souvenir des épisodes de la saison 1. Moi ce qui m'inquiète c'est que j'ai déjà du mal à me souvenir des épisodes de la saison 2 en fait. Alors je les ai vus il y a quelques semaines. Ouais, je suis très mitigé sur à peu près tout ce que j'ai vu. Le Lower Deck c'était en effet très réussi, mais il tient essentiellement par ses acteurs. Hein. D'ailleurs on a appris aujourd'hui qu'il y avait eu beaucoup de scènes improvisées sur le tournage. Et en effet jusqu'à cet épisode du jour qui est pas terrible quoi. C'est un peu laborieux. Je suis assez d'accord sur la trahison aussi la trahison un peu sur le principe original, c'est-à-dire que finalement Strange New Worlds on les attend beaucoup toujours. En effet on est retourné sur du feuilletonnant assez fort quand même, c'est-à-dire que alors certes il y a des intrigues mais enfin on est tout le temps dans les mêmes intrigues avec les personnages, Benga avec ses traumatismes, Spock et la Nerd Chapel, etc. Je me fais un peu chier, puis je trouve qu'on voit pas beaucoup Pike en fait, c'est-à-dire que Pike est un peu absent, il passe les plats un peu entre les personnages. Moi c'était lui le héros de la série pour moi quand même. Initialement j'ai un peu de mal à comprendre le rôle d'Anton Bant cette saison en fait. Ouais, c'est vrai que, comme tu dis, il passe les plats, et ça fait que c'est un capitaine qui est vachement en retrait, contrairement à la saison 1 où il était en retrait de temps en temps pour que les autres personnages puissent avoir de la place.
mais il était quand même un peu plus présent, donc peut-être qu'il sera plus présent en fin de saison, enfin dans le dernier épisode peut-être, on verra bien. Puis en fait, il passe tellement les plats que ça le rend un peu incompétent, alors peut-être qu'on en reparlera un petit peu plus tard, mais par exemple, il y a une scène de dîner dans cet épisode, je n'ai pas compris pourquoi les gens qui étaient là en fait, si tu veux, c'est-à-dire que à part pour les faire souffrir gratuitement, j'ai pas très bien compris. Donc ouais, ça le rend je trouve que la faiblesse de l'écriture le rend un petit peu incompétent en fait. Ouais, mais c'est peut-être aussi parce qu'il y a beaucoup de Kirk cette saison et ça prend de la place. T'as l'impression qu'en fait, ils voulaient avoir Kirk dans la série, ils peuvent pas. Alors pour le coup, c'est ce que j'aime le plus dans la saison. Pour moi, ça a fait mouche à chaque fois. Vraiment, c'est pas mon problème avec cette saison. Mais par exemple, l'épisode dont on va parler aujourd'hui, il y a pas Kirk et Pike est fantomatique en fait. Bon bah du coup, on va commencer à parler directement de l'épisode, mais sans spoiler, dans un premier temps. Donc Céline, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode 8 Que du bien, monsieur. de la saison 2? Alors, faut savoir que je l'ai regardé, je suis montée sur mon petit vélo elliptique, j'ai lancé l'épisode, j'avais aucun a priori négatif, au contraire, j'étais toute pleine des bonnes vibes de l'épisode précédent. Donc je suis montée sur mon vélo, j'étais un bisounours, je suis descendue, j'étais le Taz. Vraiment, c'était mais qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce que j'ai regardé. C'est vrai que j'ai commenté de suite sur le Discord, surtout du point de vue psy, parce que ça m'avait fortement agacé tout au long de l'épisode. Et la fin, je pense que j'ai fait une dissociation traumatique, je suis sortie de ma tête, je me suis dit c'est pas possible ce que je suis en train de voir, c'est pas Star Trek. Donc non, j'ai pas aimé du tout, je pense que c'est l'épisode, c'est sûr, c'est l'épisode que j'ai le plus détesté de la série, peut-être même de tout ce que j'ai vu de Star Trek jusqu'à présent, bien que je me garde encore Subrosa de TNG sous le coude, mais... Ah non, attends, celui-là, il est fun, oui, en mais vrai. Je pense que je me le garde pour mes 40 ans, voilà, j'ai 40 ans à la fin de l'année, ça sera mon cadeau d'anniversaire, un TNG inédit. Ah, est-ce que tu l'as jamais vu? Je l'ai jamais vu, non. Ah oui, bah tu verras, ça sera comme un bonbon acidulé. Ah oui, mais je pense qu'après ça, de toute façon, ah oui, c'est bon, tout passera. Donc non, voilà, sans surprise, je n'ai pas aimé du tout. Et j'étais d'autant plus en colère que j'adore le personnage d'Mbenga, que je ne connaissais pas parce que j'ai pas vu la série originale, et j'adore l'acteur que je trouve magnétique. Enfin, il bouffe l'écran, on voit que lui, et vraiment lui donner cette paille à manger, ça m'a vraiment, j'étais colère, voilà. Bah moi je comprends toujours pas ce que foutent les herbes aromatiques dans l'infirmerie. Ça m'a perturbé tout l'épisode. Mais... Je comprends. Le truc que Rose fluo, voilà. là, ouais, c'est très bizarre. Non, mais après, blague à part, j'ai trouvé cet épisode assez intéressant parce qu'il m'a rappelé l'épisode de DS9 où les 2 épisodes où Nog est blessé sur le front, où ils essayent de tenir un front bêtement. C'est le siège de... comment il s'appelle La R57, un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça, ouais. Très bon épisode, ouais. Et l'autre épisode aussi où Nog revient sur DS9 et a ce trauma de guerre, quoi. Et il veut plus vivre dans la réalité, donc ça a fait écho à tout ça chez moi. Après l'épisode en lui-même, je l'ai pas trouvé mauvais, j'ai trouvé ça intéressant, tout le lore qu'il y avait derrière Mbenga et Chapel. Du coup, ça leur donne un peu plus d'épaisseur aussi. Donc c'était intéressant. Le seul truc vraiment qui m'a perturbé, sans aucune blague, c'est que j'ai de plus en plus de mal à comprendre la temporalité Discovery Strange New World. J'ai l'impression que la guerre Klingon, elle a duré 10 ans. Bah en fait, elle a duré au moins une année, non? Ouais, 6 mois, entre 6 mois et 1 an, quoi. Ouais, et j'ai l'impression, bref, et j'ai de plus en plus de mal à comprendre des fois, à me poser des questions sur combien de temps ça a duré et comment que ça se fait qu'ils aient été, pour certains, si affectés, alors que Pike était censé être à l'autre bout de la galaxie en exploration, quoi. Ouais, mais eux, ils y étaient pas sur l'Enterprise à ce moment-là. Surtout que, souviens-toi, dans TOS, dans la série, dans le pilote original The Cage, c'est pas Mbenga, le docteur, c'en est un autre. Oui. Donc quand Pike était à l'autre bout de la galaxie, effectivement, c'était avec l'autre docteur dont j'ai oublié le nom, le vieux, là, qu'on a entendu dans un podcast précédent, d'ailleurs. Et Mbenga et Chapel, ils étaient... comme Ortegas, d'ailleurs, ils sont venus après sur l'Enterprise. Oui, mais du coup, voilà, bref. Plusieurs fois, je me suis posé la question pendant ces scènes de flashback sur comment est-ce que je pouvais le situer sur la timeline. En tout cas, c'était il y a à peu près 5-6 ans, quoi. Parce que Discovery, c'était déjà en 2017, on est en 2023. Par rapport aux saisons, on peut le situer à peu près comme ça déjà. Et toi, Romain ? Sans spoiler, c'est difficile, mais j'ai trouvé ça très très médiocre, en fait. J'ai pas compris les personnages, aucun personnage, mais en particulier le personnage du Klingon. J'ai pas du tout compris ce personnage. Alors peut-être que Céline va nous éclairer, mais puis j'ai pas compris la chute de l'épisode non plus. C'est-à-dire que tout ça pour ça. Non, j'ai trouvé ça vraiment nullissime en fait. Il est vraiment nullissime.
j'ai rien à sauver de cet épisode. Ouais, je comprends parce que moi, au tout début, je vois un tweet passer. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas regardé l'épisode tout de suite comme à mon habitude, parce que j'étais en train de faire le montage du podcast précédent. Parce que là, comme ils ont sorti l'épisode de Lower Decks en avant, ça a chamboulé tout mon planning, et du coup, j'ai pas pu regarder l'épisode tout de suite. Et je vois passer un tweet de Manu, en gros, il dit que c'est de la merde. Et moi, je me dis, il doit exagérer, c'est pas possible. Enfin, qu'ils soient aussi remontés contre cet épisode. Donc, au début, je regarde l'épisode et je fais, bon. Parce qu'au début, Manu, il avait dit sur le Discord que c'était chiant. Et après, il était très énervé. Au début, je me suis dit, je comprends Manu, les flashbacks, il y a des flashbacks dans cet épisode. Ils sont pas toujours utilisés à bon escient, il y a un rythme un peu bizarre. C'est vrai que ça peut être un peu ennuyeux, mais je me dis, ça va, ça passe encore. Puis à un moment donné, il y a un flashback qui va faire tout shifter, et puis... Et en fait, non, ça va pas du tout. Et là, c'est là que j'ai compris que le pire truc qu'on avait eu dans l'épisode 1, c'était en fait un flash-forward pour le pire épisode de cette saison, quoi. Et du coup, vous nous en voudrez pas si le podcast est plus court que d'habitude, parce que j'ai pas trop envie de développer, en fait. Ce qu'on va juste faire, c'est qu'on va parler de l'épisode en soi, mais on va vraiment pas faire scène par scène. Et sinon, une petite question quand même, un truc quand même cool dans cet épisode, c'est est-ce que vous avez reconnu la guest star de cet épisode ? Le basilic. Non, le Klingon, tu veux dire? Non, c'est le docteur sur le front. Oui. Mais j'ai triché, je l'ai vu passer sur Twitter. Non, et c'est le personnage qui joue, très intéressant, un émissaire de la première fédération. Ouais, dans le rôle de Balok, dans l'épisode de ce Carbomite Maneuver, et qui joue aussi dans DS9. Howard. Il joue aussi dans Deep Space Nine, il joue aussi dans Enterprise et dans Discovery. Il joue un Orion, je crois, si je me souviens bien. Et donc c'est Clint Howard, qui était un petit gamin à l'époque et qui est donc le frère de Ron Howard. Et donc c'est marrant parce que c'est l'acteur dans toute la franchise qui a le plus un intervalle de temps où il joue dans Star Trek, quoi. Il a joué, en gros, on peut dire que lui, il peut dire j'ai joué dans Star Trek pendant 56 ans. Parce que la première fois où il a joué, donc il était enfant, c'était dans un épisode de 66, et puis là, l'épisode d'aujourd'hui, il était tourné l'année dernière. Donc il peut dire, moi j'ai tourné pendant 56 ans. Le personnage était pas mal dans l'épisode pour le coup. Ah oui, il était vraiment, moi je l'ai trouvé très très bien, et je me suis même dit, j'espère qu'on le reverra, parce que il était plutôt pas mal dans ce rôle de médecin dans une campagne de guerre, quoi. Donc on va en parler tout de suite dans la zone spoiler. Red alert! Pour répandre le message d'unité de Starfleet. Un ancien ennemi juré qui parle en notre nom à tous, c'est incroyable. Ou c'est une ruse pour avoir accès à tous les secrets de la Fédération. Tout ça parce qu'il est Klingon. Fais-moi confiance, je les connais. Ce type avec ses traités de paix, c'est pas le genre des Klingons. Tu ne fais pas confiance à l'ambassadeur Ra parce qu'il est pour la paix, c'est ça? C'est pas ce que j'ai... Le massacre de Lambda 5. Le siège de la base stellaire Zeta, Athos... Je ne voulais pas créer de tension. Tout va bien, tu as raison. En fait, je le connais pas vraiment. Tout ce que je connais, ce sont les histoires. Comme celle où il aurait tué ses hommes pour couvrir sa fuite. C'est pas pour rien que les siens l'appellent le boucher de Jegal. Capitaine sur la passerelle. Warning. Donc cet épisode 8, Under the Cloak of War, sous le couvert de la guerre en français, écrit par David Perez, un scénariste qui a beaucoup œuvré dans Supernatural, j'ai vu, et réalisé par Jeff Beard. Donc on va voir le Captain Pike et son équipage qui vont accueillir un transfuge Klingon à bord de l'USS Enterprise pour faire des... Il y a un truc à parlementer, je sais plus sur quelque chose, enfin bref, il a un enjeu, il joue son rôle d'émissaire, d'ambassadeur. Mais sa présence, bien sûr, à cause de la guerre Klingon, va déclencher des malaises au sein de l'équipage, mais aussi des révélations. Alors... Déjà, le premier point que Romain a déjà soulevé, c'est qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc, on prend un Klingon contre qui on était en guerre il n'y a pas si longtemps, il y a 5-6 ans grand max. Le mec, c'est un boucher, il a fait un carnage, il a fait des trucs horribles. Et maintenant, le mec, il est venu au sein de la Fédération et en tant que transfuge, et c'est bon, il la représente comme une sorte d'ambassadeur. Non, mais ça, c'est incompréhensible. Je suis désolé, c'est incompréhensible. C'est-à-dire que moi, ça va. Alors, tu parlais de ce qui t'a sorti de l'épisode, Cyril. Moi, c'est ça qui m'a sorti de l'épisode. C'est-à-dire, j'ai jamais pu. T'étais même pas rentré dans l'épisode, en fait. T'es pas sorti, t'es pas rentré. C'est ça. Autant on sait qu'il y a déjà eu des cas comme ça. On sait très bien qu'il y avait des criminels nazis qui ont été récupérés par les États-Unis pour des raisons tout à fait malsaines parce qu'ils c'était des scientifiques, etc., etc. Dans Star Trek,
Trek, là, c'est pas du tout l'idée qu'il donne. Il t'explique que chez Starfleet, à la Fédération, on croit aux secondes chances. Bon, ok, on croit aux secondes chances, mais enfin, les secondes chances, ça veut pas dire faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en effet, un ancien nazi, tu vas pas le rendre ambassadeur en Israël, par exemple, tu vois. Enfin, je veux dire, il y a des trucs qui n'ont vraiment aucun sens, en fait, quoi. Et ça m'a gêné jusqu'au bout. Et ça traîne jusqu'à la fin de l'épisode. C'est-à-dire, c'est quoi ce personnage, en fait? C'est quoi ses motivations? C'est quoi les motivations de Starfleet? Je trouve ça fonctionne pas du tout, en fait. Mais vraiment, vraiment pas du tout. À la limite, tu vois, ils auraient mis un humain qui aurait eu, tu vois, un personnage qui serait un mix entre Mbenga et le Klingon, c'est-à-dire un humain qui serait ambassadeur, qui est genre je me suis réformé et tout, mais on se rendait compte que il avait commis des crimes de guerre. Ça aurait été vachement intéressant, tu vois, un humain qui en fait porte un lourd secret. Mais ce Klingon, qui peut y croire? En plus, on est autant c'est vrai que Star Trek croit à la paix durable, etc. Mais là, on est trop près des événements, en fait. C'est pas possible, quoi. À l'époque de Worf, il y avait encore du racisme envers les Klingons. Et là, ils veulent te faire croire que, ouais, non, t'avais, en fait, 15 ans avant Kirk, t'avais déjà des ambassadeurs Klingons dans la Fédération. Mais c'est ubuesque. Moi, j'ai trouvé ça ubuesque, ce point de scénario, en fait. C'est clair. Et toi, Céline, qu'est-ce que t'en penses de ça? Déjà, j'ai pas pu m'empêcher tout le long de superposer un peu la structure des épisodes de TNG, et je me suis dit, jamais dans un épisode de The Next Gen ça aurait pu se passer comme ça. Enfin, j'aurais imaginé qu'on obligeait Picard à recevoir, admettons, cet ambassadeur Klingon sur l'Enterprise. Il aurait reçu le message, il aurait réuni toute l'équipe, il aurait essayé de voir comment, avec Diana, comment faire pour préserver déjà les membres de l'équipage les plus fragiles, donc en l'occurrence... Mais il le fait ça, finalement, Pike. Il le fait avec Una. À quel moment? Ouais, non, Céline a raison. C'est ridicule. Bah si, là, dans l'épisode Pike, il est obligé, on sent bien qu'il est sous la contrainte de l'accueillir, et il fait ce que tu dis, c'est-à-dire il va voir avec Una pour essayer... Alors, ils font juste que le dire, c'est des vœux pieux, c'est-à-dire ils disent « Oh, ça serait bien que tout le monde le prenne bien », mais en fait, ils font rien de spécial. Ah non, mais c'est même plus loin que ça, ça va même plus loin que ça. Il dit carrément qu'on on l'oblige à faire en sorte que les vétérans de la guerre soient à la même table que ce mec-là. Et en gros, il dit... ça a aucun sens. C'est ça surtout, moi, qui m'a choqué, c'est horrible, c'est que non seulement il est contraint de recevoir ce mec-là, mais à aucun moment il questionne l'ordre de devoir obliger Mbenga et Chapel et la pilote, j'ai oublié tellement je suis énervée, Ortega, à être à la même table que lui. Il n'y a pas de j'ai le cul entre deux chaises, il faut que je trouve une façon de préserver mon équipage et en même temps de ne pas désobéir aux ordres de Starfleet. Il y a aucun brainstorming là-dessus. C'est je vais le faire. Bon, allez, faites un effort, venez à ma table ce soir, j'ai fait du jambalaya. Mais what? Non, mais c'est complètement con. Franchement, c'est complètement con. Et en plus, t'as raison, Céline. Autant Mbenga, ok, il est Chief Medical Officer, on va dire que c'est vraiment le premier tiers des officiers. L'ingénieur en chef, il n'y est pas dans le dîner. Ouais, l'ingénieur n'y est pas. La nerd Chapel, moi j'aime beaucoup Chapel et ils lui ont donné de l'importance dans la série, et c'est très bien. Mais elle fait pas du tout partie c'est une infirmière, elle fait pas du tout partie des enfin, ça a l'air vachement réducteur quand on le dit comme ça, mais dans la hiérarchie de l'armée, elle est pas du tout. Non mais attends, pourquoi elle est pas un enseigne qu'on connaît pas, par exemple? Il n'y a pas de raison particulière qu'elle soit là, oui. Excuse-moi Céline, je t'ai interrompu. Ah non, pas du tout, j'entendais plus rien. Non mais t'as bien fait, moi aussi je suis énervée, on va être deux énervés. Donc ouais, il y a ça qui m'a saoulée. Et puis l'ambassadeur Klingon, alors je suis pas une experte Klingon, loin de là, mais j'ai pas reconnu un Klingon. Enfin, effectivement, ça aurait été plus intéressant, comme le disait, je sais plus qui, désolé, d'avoir à la limite un personnage humain ou d'une autre race, ou je ne sais pas, mais là, il était tout sauf Klingon. Et à la limite, on aurait pu imaginer qu'effectivement, il jouait la comédie et qu'à la fin, il y avait un reveal, mais même pas. Il est censé être premier degré, être honnête, et je trouve que ça colle pas du tout. En tout cas, moi, avec aucun des personnages Klingons que j'ai pu rencontrer dans ce que j'ai regardé de Star Trek, ça fait quand même pas mal. J'arrivais pas à superposer ce que je sais des Klingons sur ce personnage-là. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup gênée. Et du coup, je m'attendais à un espèce de plot twist à la fin, ce que soupçonnait Ortega, qu'il était venu pour espionner ou je ne sais quoi, et voilà. Du coup, j'adhérais pas du tout à cette idée de rédemption. Ça colle pas avec ce que l'on sait des Klingons, avec la fierté, avec... Mais même dans sa façon de parler, sa façon de bouger, il n'a rien de Klingon, complètement, quoi. Ça pourrait passer si c'était un Romulien, par exemple, ou une autre race, peu importe, mais c'est vrai que lui, il faisait pas du tout Klingon rien que dans sa façon d'être, en fait. Même ceci dit, le maquillage était plutôt réussi. Maquillage et costume. Maquillage et costume, ouais.
Écoute, moi qui aime beaucoup le lore de Star Trek, effectivement, déjà, ambassadeur Klingon, tu vois, c'est un peu antinomique. Et du coup, je me suis dit qu'effectivement, un ambassadeur Klingon, ça irait dans une saison 4 hypothétique de Picard. Parce que tout s'est apaisé, enfin, les choses se sont plutôt apaisées. Et à l'époque de Discovery, et donc l'époque après de Kirk, on est quand même en guerre froide avec les Klingons. Et des Klingons à crâne lisse. Je tiens à le préciser, même si là on est revenu justement à un design plus traditionnel des Klingons. À noter aussi qu'il a besoin d'une béquille pour marcher. Par contre, pour se battre, sa jambe d'appui, 1, 2, 3, je fais du tango. Bref, ce qui m'a vraiment embêté, c'est ce côté, que ça colle pas au lore de Star Trek. C'est-à-dire, je veux bien qu'on crée des nouvelles choses qu'on connaissait pas par rapport à l'histoire de Star Trek, mais il y a quand même une bible, il y a quand même des trucs un peu rigides. Jusqu'au moins à l'époque de Picard, les Klingons, ou au moins jusque Star Trek avec les accords Titomer, je crois que c'est... Ouais, voilà. Star Trek 6, ouais. Voilà, les Klingons, c'est pas nos potes. On mange pas avec eux à midi. Et du coup, chaque fois, ça me posait pas mal de problèmes. Surtout un Klingon qui veut faire la paix. Enfin, je veux dire, on en a vu des pavés aimants dans Enterprise, mais le mec te dit quand même, dans Enterprise, on reste Klingon, et toi tu restes humain, reste à ta place, quoi. Et en plus, j'avais pas fait le rapprochement, Cyril, mais tu mets un doigt sur quelque chose. On nous avait quand même fait beaucoup croire ou penser que Worf était un personnage exceptionnel parce que c'était le premier Klingon à servir dans la Fédération, quand même. Donc même là-dessus, je trouve qu'ils endommagent un petit peu le legacy de Worf, qui est quand même ce personnage qui va vraiment faire le pont de paix entre humains et Klingons. D'ailleurs, on parlait d'ambassadeur, et il me semble que dans All Good Things, Worf était devenu ambassadeur des Klingons pour les humains, ou ambassadeur des humains chez les Klingons, quoi. Ouais, c'est ça, oui, dans le futur. Dans Good Things, ouais, dans le futur, c'est ça. Donc en effet, tu vois, que vient foutre ce Klingon, quoi. Et c'est même pas respectueux pour Worf et le personnage de Worf, quoi. Et puis même pour toute la timeline, quoi. Je veux dire que... Mais tu sais, c'est un peu comme la menace Borg, quoi. Elle était elle était importante dans Star Trek TNG, comme les Klingons étaient importants dans TOS, ils les croisaient pas tous les 4 matins. Là, j'ai l'impression, ça fait déjà 2 épisodes qu'on mange un peu du Klingon. Ça, c'est pas grave, ça, on les a pas eu pendant longtemps. Ouais, mais juste une chose, qu'est-ce qu'on fait aussi du personnage d'Ash Tyler, ce qui était le love interest de Burnham dans Discovery, qui est en fait un Klingon, et qui aurait pu, lui, jouer ce côté un peu ambassadeur, étant donné qu'il avait été modifié pour être humain. Tu vois, oui, mais il est dans la section 31 maintenant. D'accord, mais... Il a plus le temps. Ou même l'impératrice Klingon qui... Oui, mais le truc, c'est qu'il voulait... Le but de l'épisode, c'était pas d'avoir un ambassadeur Klingon. Le but, c'était d'avoir un criminel de guerre que Mbenga devait buter, quoi. Alors, et pourquoi pas faire comme dans l'épisode où Kirk rencontre le gars qui a tué toute la colonie dans la pièce de théâtre qu'il héberge. Oui, c'est un peu un truc similaire, ouais, tout à fait. Mais d'ailleurs, Cyril arrête pas de dire ambassadeur Klingon. En fait, il est pas ambassadeur Klingon, il est ambassadeur de la Fédération. Mais d'ailleurs, rien que ça aurait rendu l'épisode beaucoup plus digeste. C'est-à-dire que, pour une raison X ou Y, les humains sont obligés de travailler avec un ambassadeur Klingon pour faire un genre d'accord tripartite entre humains, une race externe, whatever, finalement, même là, on sait pas ce que c'est, et des Klingons. C'est-à-dire que si le mec était Klingon, tu vois, et là, ça aurait rappelé, en effet, tu vois, les premiers contacts avec l'Allemagne post-Seconde Guerre mondiale, qui ont été difficiles pour beaucoup de gens, etc., etc. C'est vrai qu'après tout, qu'est-ce que ça apporte à l'épisode d'en avoir fait un ambassadeur humain, finalement? Est-ce que c'était pas beaucoup plus simple, puisque officiellement les humains sont en paix avec les Klingons à ce moment-là, d'avoir ce personnage qui soit un espèce de pont, tu vois, un peu hypocrite entre les humains et les Klingons, quoi? Non, ça n'aurait pas marché s'il venait représenter les Klingons. Justement, il faut pas que ce soit le cas. Mais par contre, ce qu'ils auraient pu faire pour rendre ça crédible, c'est que les Klingons pouvaient très bien être un transfuge, mais envers un autre groupe de la galaxie, qui ne soit pas la Fédération, et avec qui la Fédération a une obligation de parlementer pour un truc important. Donc en gros, ils ont face à eux un criminel de guerre qu'ils savent, parce que ils l'ont affronté quelques années avant, ils les représentent pas eux, c'est leur interlocuteur en fait. Mais ils représentent pas la Fédération, tu vois, déjà rien que ça, tu gardais un peu ce qu'ils voulaient faire, mais ça rendait la chose déjà plus crédible. Il aurait pu avoir une introduction. En gros, je sais pas, oui, voilà, ce Klingon-là, il représentait, je sais pas quel empire, quel royaume à côté de la Fédération, avec qui la Fédération doit parlementer pour un truc super méga important.
Donc du coup, ils sont obligés de travailler avec lui, mais ils peuvent pas le saquer. Et donc, Ouais, du tu coup, veux dire qu'il aurait été Pike... transfuge auprès d'une autre race, en fait, qui se serait Exactement, enfui chez les tout à Andoriens, fait. par exemple, ou un truc Par comme exemple, ça, quoi. ouais. Bah non, pas Ouais. les Andoriens, mais un truc externe à la Fédération, Ouais, mais avec externe qui à la la Fédération Fédération. doit bosser. Tu vois, rien que ça, et ben ça garde la structure de l'épisode, enfin ce qu'il voulait faire en gros, mais ça rend déjà le truc plus crédible déjà. Et en plus de ça, bah, si on avait eu l'ambassadeur Klingon qui représentait une autre race extraterrestre qu'on n'avait pas vue, bah, c'était l'occasion justement de voir de nouveaux mondes étranges, de voir une race extraterrestre. Alors peut-être en termes de budget, avoir des extraterrestres très très différents, mais qu'on aurait vu que 5 minutes dans l'épisode. Bon bah voilà, ça ancrait quand même l'histoire dans des mondes nouveaux et étranges. Et ça n'aurait pas coûté plus cher. Enfin, il suffisait d'avoir 2-3 gus avec des super gros maquillages de ouf qui nous montrent que c'est une race extraterrestre très différente. Et on aurait eu au moins cette sensation de nouveaux mondes étranges. On va mettre tout de suite les pieds dans le plat hein. Sur la fin de l'épisode. C'est-à-dire qu'en fait, Mbenga reconnaît le gars-là, il le connaît bien parce qu'il l'a vécu. On a plein de flashbacks dans l'épisode avec Mbenga qui nous montre une bataille sur une planète où ce gars-là était en charge d'une armée de Klingons qui butait tout le monde, qui faisait vraiment un bain de sang, un truc horrible. Et en fait, ce Klingon-là, il est transfuge parce qu'il aurait buté, enfin c'est ce qui se dit, il aurait buté donc ses subalternes qui auraient massacré des innocents alors qu'en fait, lui, c'est pas lui qui avait donné l'ordre. Et que c'est ça qu'en fait qui justifie le fait qu'il travaille pour la Fédération. Sauf que c'est Mbenga qui a buté les gens là, et qu'en fait le Klingon s'étant enfui, donc étant lâche, il pouvait pas retourner dans l'Empire, mais du coup il s'est inventé cette histoire de j'ai buté mes subalternes parce qu'ils étaient trop cruels, du coup la Fédération protégez-moi, je travaille pour vous. Donc c'est ça le truc. Et du coup Mbenga il est sur le point de révéler en fait la vérité, c'est-à-dire que c'est lui qui a buté ses subalternes, et que c'est pas, donc du coup c'est un imposteur, et du coup il a pas à travailler pour la Fédération. Mais en vrai, toute cette histoire-là, c'est la finalité quoi. C'est la fin de l'épisode, et après à la fin il le tue, ce qui est complètement con. Mais en voyant cet épisode, du coup moi je me suis dit, mais en fait le vrai problème, c'est que cette révélation-là, ce twist-là, dans une série comme La Nouvelle Génération ou Deep Space Nine, et ben cette révélation-là, elle sera intervenue à la fin de l'acte 2. Et dans l'acte 3 et 4, donc on n'aurait jamais tué le Klingon, hein, dans aucune situation, mais on se serait posé la question de est-ce qu'on doit révéler ou pas cette information ? Je veux dire, Pike aurait pu avoir ce dilemme-là, de est-ce que je risque de faire capoter des pourparlers qui sont extrêmement importants, qui peuvent mettre la vie de plusieurs millions de personnes en danger, etc., au nom de la vérité, par exemple. Et ça, du coup, on aurait eu un acte 3 et 4 avec des mecs autour d'une table à discuter dilemme moral, quoi. Et là, on aurait eu un épisode de Star Trek. Et le Klingon, on l'aurait pas buté pour autant, on l'aurait renvoyé chez lui. On aurait fait capoter le truc ou pas, peu importe la décision qui aurait été choisie. Mais voilà, quoi. Et en fait, on aurait posé justement les bonnes questions de qu'est-ce que c'est qu'un dilemme moral. Et en plus de ça, le PTSD de Mbenga, on aurait très bien pu le traiter à côté en parallèle, c'est parce que en fait lui il aurait été un peu le procureur de la vérité en disant il faut révéler le truc, et Pike plus pragmatique aurait dit non, on peut pas parce que ça met des vies en danger, etc. Enfin, on aurait pu imaginer un truc comme ça. Et non, eux, en fait, il n'y a aucun dilemme moral, c'est tout évacué. Ils ont une morale de merde qui est en gros on se venge et puis c'est très bien comme ça. Mais finalement, il pose aucune question, quoi. C'est juste, voilà, la vengeance, c'est bien, on est bien, hop, et puis on bute le mec, et puis c'est bon. Et le scénariste, il a dû se trouver super malin de faire qu'on ne voit pas qui a commencé la bagarre avec une espèce de voile un peu transparent, un peu opaque. Mais franchement, on a très bien compris d'où ça venait. On comprend très bien le discours de Mbenga à la fin qui ne regrette pas son geste. Et en plus de ça, je suis désolé, Mbenga, quand il dit vous auriez dû me laisser tranquille, laissez-moi tranquille, partez. Le mec, en même temps, il fait ça, il ouvre sa boîte avec un couteau dedans. Donc je suis désolé, il avait quand même un peu prévu peut-être quelque chose. Enfin, je sais pas. En tout cas, mauvaise langue, c'était pour la ciboulette. Et tu sais, quand je te disais que à force de faire de Pike un passe-plat, moi j'ai trouvé que la dernière scène avec Pike est d'une faiblesse inouïe, c'est-à-dire qu'il vient confronter Mbenga. Et Mbenga, il le regarde dans les yeux, il lui fait ouais, je l'ai fait, ça te pose un problème. Mais franchement, on dirait, alors je vais vous faire une référence qui plaira à Manu et à Marie-Paul, on dirait Darmanin en ce moment avec les syndicats policiers, quoi. C'est-à-dire que genre il y a pas de limite, quoi. Et sauf que à la limite Darmanin, tu peux presque te dire que lui il est d'accord fondamentalement, donc il s'en bat les couilles. Autant Pike, tu te dis mais le mec est d'une faiblesse inouïe, quoi. Enfin, complètement d'accord.
tout le long de l'épisode, il passe pour un demeuré, il n'y a pas d'autre mot. Enfin, c'est un mauvais capitaine, c'est un mauvais ami. Il comprend rien. Il faut que ça soit Una qui vienne lui dire. Alors, j'ai adoré l'euphémisme. Le moral des troupes n'est pas top. Ça serait peut-être bien qu'on prenne un raccourci. Oui, alors effectivement, t'as juste les 2 seuls officiers médicaux parce qu'on n'en voit pas d'autres qui sont en train de décompenser. Si, justement, dans celui-là, on en voit un autre. Oui, on en voit un autre dans celui-là, justement. Pour guérir la main de l'ambassadeur. Oui, effectivement, c'est un euphémisme. Le moral est plutôt bas, mais il a des yeux écarquillés tout le long. Il a la même tête pendant le repas qu'il organise qu'il avait dans l'épisode avec la belle famille de Spock, où il a l'air de subir tout ce qui se passe. Il a presque l'air vexé que Mbenga, que d'abord que Ortegas puis Mbenga n'arrivent pas à se tenir à ce dîner parce qu'ils sont trigger à mort par la présence de ce mec. Il a l'air dépassé par tout. J'ai vraiment été triste parce que ça, c'est un personnage que j'aime bien. Je trouvais que c'était un capitaine qui en imposait. Enfin, j'aime bien ce personnage. Et là, vraiment, je l'ai trouvé en dessous de tout, et même en tant qu'ami. Encore une fois, je superposais avec Picard. J'imaginais le capitaine Picard dans la même situation. Je me disais, jamais ça se serait passé comme ça. Il lui ment éhontément en le regardant dans les yeux, et l'autre, il a l'air d'un lapin de Garenne pris dans les phares. Et l'épisode se termine là-dessus. Mais en plus, c'est terrible parce que la relation de Mbenga et Pike, on nous l'avait vendu comme c'était des potes, etc. Et en fait, ils interagissent pas du tout. Mais du coup, c'est pas crédible 2 secondes. C'est pas crédible 2 secondes. Juste maintenant, quoi. Les seules relations, les seules scènes où on les voit ensemble, finalement, c'était dans le premier épisode, et puis maintenant. Ok, super. Super d'amitié. Ouais, et puis l'autre truc qui passe soulevé et qui est quand même, donc moi, qui m'a rendu ouf, c'est donc, on a encore une fois le médecin-chef de l'Enterprise qui a un stress post-traumatique non traité, qui décompense sur la passerelle devant tout le monde, et il y a personne qui réagit, et surtout pas le capitaine pour le prendre à part. Il lui dit, écoute, visiblement, il y a un souci, il faut que tu te fasses soigner, il se passe rien, on va continuer donc avec une bombe à retardement sur la passerelle et aucune alternative, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun personnage qui vient apporter une alternative à Mbenga, qui vient le confronter à ses propres démons, à ses propres difficultés. Il y a Chapel qui abonde dans son sens et qui le couvre à la fin, mais parce qu'à la limite, on peut le comprendre, elle souffre de la même chose. Et qu'il n'y ait pas de doute, il s'agit bien d'un stress post-traumatique. Pour le coup, ça c'était plutôt bien joué, parce que dès que l'ambassadeur arrive, il y a d'abord l'évitement physique, c'est-à-dire Mbenga qui ne peut pas s'empêcher de reculer, puis l'évitement physiologique avec l'attaque de panique. Tout ça, c'était très crédible. Mais justement, c'était crédible, et il y a personne ne le confronte à ça. Voilà, à aucun moment on se dit ok, il y a un souci, on ne peut pas avoir comme médecin-chef, surtout dans un système plus ou moins militaire, si je dis pas de bêtises, il y a quand même des suivis psy. Depuis la Première Guerre mondiale, faut le savoir, les stress post-traumatiques, ça date pas du Vietnam. On commençait déjà à se rendre compte, on appelait ça les névroses de guerre. Il y avait déjà des études, des suivis à l'époque, et là, on le laisse en roue libre complet. Et je sais pas, Spock, par exemple, aurait été bien là-dedans, peut-être. Fusion mentale, ouais. hop. Oui, parce que de toute façon, comme il n'y a pas de conseiller à bord, il n'y a pas de Diana, donc à la limite, il aurait pu faire une alternative. Mais même avant de trouver une solution, ne serait-ce qu'un personnage qui vient lui dire « Tu peux pas continuer, normalement le capitaine, tu peux pas continuer à être un médecin-chef. Non mais comme tu disais, vu que le capitaine, il avait ses ordres et il avait absolument envie de les tenir, ce qui est bizarre parce que en fait, il pouvait très bien... il l'a déjà envoyé chier des ordres auparavant. Il suffisait de dire, mais de toute façon, ils nous ont donné l'ordre, mais ils vont pas venir vérifier, donc vas-y, reste chez toi. Oui, c'est ça. C'est n'importe quoi. Je veux dire, il y avait lui, le capitaine, son numéro 1, qui c'est qu'il y avait d'autres encore Spock, et puis voilà, basta. C'était déjà pas mal, quoi. Bah oui, tout à fait. En plus, pour l'écouter raconter des conneries, l'ambassadeur... Ouais, puis même Spock, il y a cette scène de l'amoureux qui n'arrive pas à comprendre le PTSD de sa femme et tout. Pareil, quoi, ça fait teenage, ça fait pas Spock, en fait. Quoi. Moi, elle m'a un peu gêné, cette scène aussi. Elle est courte, mais oui, j'ai envie de t'aider, mais je ne sais pas comment faire et tout. Bah si, je sais pas, tu sais comment faire. Vous connaissez bien la psychiatrie, la psychologie sur Vulcain. Vous avez développé des techniques de partage mental, etc., etc. Moi, j'en connais pas du tout Spock. Quoi. J'ai l'impression que c'est deux adolescents qui font une love story, quoi. Le vrai problème de l'épisode, c'est que le concept est mal pris. C'est-à-dire que là où c'était intéressant, c'est qu'encore une fois, ça faisait appel à un épisode de DS9 où on t'explique que c'est très sympa d'être un ange au paradis, c'est très facile, mais quand t'es dans la ligne de front, quand t'es en enfer, tu fais ce qu'on t'a à faire. Et là, ça aurait été intéressant tout le long de l'épisode de confronter Mbenga qui a vécu la guerre et Pike qui en a été protégé, comme le disait dans l'épisode de Discovery où on en parle, on disait on voulait garder ce qu'il y avait de meilleur dans la Fédération, quoi. Et là, il y aurait eu quelque chose à faire, quoi. À la fin, et ça a à peine évoqué, où Mbenga lui dit « J'ai dû faire des trucs,
La guerre, ça change un homme, t'imagines pas. Et finalement, aujourd'hui, je fais semblant d'être gentil, mais sur le fond, je suis un monstre. Mais justement, c'est pour ça que si la révélation avait eu lieu en milieu d'épisode et que le dilemme de l'épisode, c'était justement de se dire est-ce qu'on doit révéler le subterfuge, la vérité au sujet de cet ambassadeur qui n'a pas tué en fait ses subalternes et donc du coup qui est un imposteur dans la situation qui nous occupe, oui ou non, et ben ça aurait été intéressant et puis ça aurait permis justement, comme tu le dis, de développer cet antagonisme entre Mbenga et Pike qui auraient chacun porté une idée et avoir donc une confrontation d'idées. Et c'est ça qu'on attend de Star Trek, en fait. Donc moi, je comprends pas, parce que du coup, quand on réfléchit comme ça, de ce point de vue-là, du coup, on n'aurait pas eu une morale dégueulasse, et on aurait eu un vrai dilemme moral. Et je comprends pas qu'on parte d'éléments comme ça qui pourraient donner un truc intéressant et qui part en couille, mais gravement, quoi. Mais vous savez quoi, depuis le début de la saison 2, j'ai l'impression qu'on nous tease que Mbenga va péter un câble à la fin de la saison. Ah bah là c'est sûr, avec sa couchette là, c'est sûr. et que vu que c'est un tueur, il va devoir faire des trucs alors de son bon gré mal gré. Et à la fin, Pike va devoir l'abattre ou l'arrêter parce que... Oh putain, arrête. Voilà, mais je vous le dis là... Il peut pas l'abattre, il peut pas l'abattre puisque le personnage est dans TOS. Oui, c'est vrai, ouais. Mais je vous le dis, on arrive... Alors par contre, j'ai trouvé ça intéressant de mêler Chapelle à ça. C'est-à-dire que ça lui donne un côté moins ingénu. Voilà, ça lui donne une vraie profondeur. Mais par contre, Mbenga, t'as l'impression qu'ils ont sorti ça du chapeau parce qu'en fait, l'intrigue avec sa fille en saison 1 était terminée. Ils se sont demandé qu'est-ce que je peux lui trouver. Putain, mais tu pouvais trouver n'importe quoi d'autre sauf ça, quoi. Enfin, si, à la rigueur, il pouvait très bien avoir fait la guerre, être comme Miles O'Brien dans Deep Space Nine et TNG. Quand Miles, il évoquait son passé de soldat contre les guerres cardassiennes. C'était intéressant, quoi. Ah ouais. Ça, c'était intéressant. Et c'était traité correctement. Et c'est juste que, en fait... dans l'épisode où il reçoit l'enfant cardassien, tu sais, où au début il est méfiant et tu vois, il a un racisme primaire qui joue parce qu'il déteste profondément les cardassiens. Mais merde, c'est un enfant, donc il peut pas l'exprimer comme ça, quoi. Non, et puis même dans Deep Space Nine, ça, de toute façon, la guerre, ça a été vachement bien traité dans cette série-là. Il y a aussi l'épisode Le Vrai Courage dans la saison 5, où t'avais Jake Sisko qui devait accompagner Bashir parce qu'il voulait rédiger un reportage sur lui. Et c'était à ce moment-là où la Fédération était en guerre contre les Klingons. Et puis du coup, il y a la navette, elle va capter un signal de détresse par une colonie de la Fédération qui est attaquée, qui est assiégée par des Klingons. Et Jake et Bashir vont y aller. Et du coup, là, on a exactement un peu un truc similaire, c'est-à-dire que Bashir, il est médecin de campagne de guerre, on a un peu le même genre de truc. Et puis Jake, lui qui était pareil, il s'imaginait un truc héroïque, et il voit que la guerre, c'est dégueulasse, c'est sale, que c'est vraiment pas un truc enviable. Et sur la fin de l'épisode, il va se retrouver, alors qu'il est isolé des autres pendant l'évacuation, il va tirer avec un coup de phaser, ce qui va lui sauver la vie, parce il va avoir un éboulement sur des Klingons, et du coup, il va être complètement chamboulé là-dessus, et il va plutôt, au lieu d'écrire un article sur Bashir, il va écrire un article sur son propre comportement qu'il a eu durant cet épisode-là, avec une des conclusions qui était qu'il savait plus trop faire la différence entre s'il avait été lâche ou courageux dans ces moments-là, et qu'en tout cas la frontière était ténue, et que ça l'avait transformé, quoi, en fait. Et qu'en fait, et en plus de ça, c'est un jeune homme, donc il est arrivé adolescent, il est reparti, il était déjà plus adulte, quoi. Un dernier point sur cet épisode, parce que on voulait pas faire trop long, mais moi cette histoire de drogue aussi là, de Mbenga, je trouve ça complètement hallucinant. Et en plus, encore une fois, c'est incompréhensible. C'est-à-dire que Mbenga, il a inventé la potion magique de Astérix, littéralement. Quand les hommes qui sont au front comme des chiens galeux viennent lui demander « Tu veux pas nous enfiler un peu ?» Il leur fait « Ah non, ça me gêne, j'ai pas trop le droit. » Ok. Finalement, les mecs se font éclater, comme c'était prévu. Lui se bourre de potions magiques. À lui tout seul, il arrive à buter toute l'armée Klingon, dont les 3 officiers, et il met le général en chef. Mais du coup, c'est quoi la logique d'Mbenga ? Et d'ailleurs, ils nous ont expliqué pourquoi cette drogue... Enfin, je sais pas, mais si la Fédération, ils ont inventé la potion magique, moi j'en veux aussi. Pourquoi ils l'utilisent pas pour aller faire la guerre contre les Klingons ? Il donne un élément de réponse. Il dit que forcément, c'est pas bon pour la santé. C'est comme des super stéroïdes sataniques. Ouais, enfin, c'est pas bon pour la santé, mais mourir, c'est pas bon pour la santé non plus. Oui, en l'occurrence, tous les mecs sont morts. Et lui, il hésite pas une seconde, quoi. Alors qu'il est pas plus en danger qu'eux à ce moment-là de l'épisode. Eux, ils vont en combat, lui, il y allait même pas. Donc, vraiment, ça aussi, je suis désolé, mais en termes de questions morales, ça interroge vachement, quoi. Surtout quand t'as vu dans le premier épisode que Benga
Benga et Chapel, à eux deux, ils ont réussi à buter, je sais pas, 15 Klingons à eux deux tout seuls, avec des fusils et tout, machin. Et là, ils l'en donnent pas à ces petits gars qui sont... L'autre, il avait le cœur ouvert. Il va à la guerre, il a encore le cœur qui est ouvert. Et il lui file sur sa potion verte, quoi. Enfin, c'est fou. Il est fou, cet épisode. C'est au-delà de la morale, là. C'est même pas logique, en fait. Ça aurait pu être crédible si, en fait, Benga avait été témoin des scènes, mais pas qu'il en était l'auteur. Enfin, tu vois, qu'il ait suivi un escadron qui allait buter les gars, les Klingons, etc., les chefs, quoi. Et qu'il était là en tant que médecin pour les soutenir, etc. Et qu'il ait été témoin des scènes, et que ce soit le seul survivant, mais pas que ce soit un mec qui a pris du compound V comme dans The Boys, et puis qu'il a éclaté tout le monde, quoi. Ça n'a aucun sens. Moi, j'aurais été Landorien, je l'aurais buté. En fait, honnêtement, je l'aurais buté. C'est-à-dire que le mec a la potion magique, tu vas au combat, il lui en donne pas, quoi. Alors que lui, il s'en sert. Moi, je l'aurais buté, quoi. En fait, mais de toute façon, il était déjà mort avant, il pouvait pas le faire. Mais c'est vrai que moi, dès le flashback avec Landorien, je me suis dit non, mais là, l'épisode il commence à partir dans une sale direction. Parce qu'avant ça, les flashbacks sur la guerre étaient plutôt bien faits. Ça montrait à quel point la guerre c'était dégueulasse. Et puis voilà, au niveau de l'ambiance, des décors, de la guest star et tout, ça fonctionnait plutôt bien. C'était, je sais pas, je crois que c'est Cyril qui au tout début a dit que ça lui rappelait des épisodes de Deep Space Nine et tout. En fait, cet épisode, c'est un melting pot de plein d'épisodes. Il y a aussi The Defector dont on n'a pas parlé sur TNG. En effet, il y a le siège de la R57 qui, ça rappelle beaucoup, mais tout est moins bien. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun élément de l'épisode qui est mieux que l'épisode auquel il fait référence, en fait. Donc, et plus des éléments qui sont de l'absurdité totale. Donc, il reste quoi de cet épisode, finalement, quoi? Moi, j'aurais honte. Honnêtement, j'écrirais un épisode comme ça, je le verrais, j'aurais honte de moi, en fait. Après, je me demande, est-ce que ça n'a pas été écrit par quelqu'un qui sait pas ce que c'est la guerre? Bah oui, c'est ça, c'est ce que je voulais dire, c'est que, en fait, dans TOS, etc., tu vois, Roddenberry, il a fait la guerre, James Doohan, il a fait la guerre aussi. Donc, c'est des gens qui savent que la guerre c'est pas bien, qu'il faut l'éviter à tout prix et que tu peux pas la traiter n'importe comment. Et puis là, en fait, on a l'impression qu'on est face à un scénariste qui a des idées de fantasmes, etc., qui sont un peu... T'as l'impression que c'est un peu la propagande de l'armée américaine derrière pour dire oui, nous on y va, on vous protège, puis bon, après on a un peu de PTSD et tout, mais ouais, on est le rempart, quoi. Et puis en plus de ça, se venger, c'est quand c'est justifié, t'inquiète, c'est bon, c'est normal. C'est Jack Bauer, Benga. Le propos à la fin de l'épisode est quand même franchement dégueulasse. Enfin, c'est là où moi j'ai le plus halluciné. C'est sur cette confusion entre la justice et le pardon. Enfin, quel rapport? En fait, c'est très américain. Hein. Mais la justice, elle n'est pas là pour excuser ou pour pardonner. Elle est là pour prononcer une peine en fonction d'un crime qui a été reconnu et qui a été commis. Moi, et je sais pas, Mbega part dans des explications sur il y a des gens qui ne méritent pas d'être pardonnés. Mais en fait, t'es personne pour dire... on parle pas de ça. C'est pas le propos. Ça, à la limite, ça te regarde toi personnellement. Et ça se prête en thérapie, mais il faut laisser la justice faire son travail. Et c'est aussi, par rapport à la structure, on va dire, attendue d'un épisode de Star Trek, c'est en vous écoutant, c'est ça aussi qui m'a gênée, c'est qu'à aucun moment, et c'est normal parce qu'il est en plein dans son stress post-traumatique, mais à aucun moment, il y a de remise en question personnelle. C'est toujours de la faute de l'autre. Un petit peu comme nos flics, quoi. Hein. Si on bute des gens, c'est parce que les gens, ils sont pas gentils. Ouais, mais remets-toi en question 2 secondes. Qu'est-ce que t'as fait, toi, au front? Qu'est-ce que t'as fait pendant la guerre pour te mettre dans cette situation-là? Enfin, c'est pas que de la faute de l'ambassadeur qui est reçu sur la passerelle. Il y a pas c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a pas quelqu'un pour confronter Mbenga, en fait. Il y a pas quelqu'un pour le mettre au travail. Il est tout seul dans son truc. En plus, il est conforté par Chapel. Et il y a personne. Il y a pas un capitaine. Il y a pas un Vulcain qui vient lui dire tu déconnes, en fait, mec. Tu déconnes à plein tube. Et tu peux pas déconner parce qu'en plus, t'es medical chief officer. Donc c'est pas possible. Enfin, ça m'a profondément choqué, vraiment. Ce qui fait pas Star Trek, c'est qu'il y a aucune volonté de rédemption. Oui, c'est ça. Il y a, moi, pour avoir je sais pas si c'est une chance ou pas, mais parler à des gens qui ont fait la guerre, des vétérans, qui ont connu des choses mais terribles, horribles et qui vous feraient vomir, les gars, ils se sont soit tournés vers la religion, soit vers l'humanitaire en rentrant au pays après la guerre, quoi. Et t'as l'impression qu'ils essayent de surcompenser soit les horreurs auxquelles ils ont assisté, soit les horreurs qu'ils ont commis eux, quoi. Et pour le docteur... oui, je vais aller prendre un Xanax, ça ira mieux demain. Mais même pas. Le seul qui a une volonté de rédemption, c'est le Klingon, et on t'explique que lui, il méritait vraiment de se faire buter, finalement. Bah oui. Oui, c'est ça. C'est complètement chelou, quoi. T'as l'impression que le seul mec qui a l'air de faire les choses correctement, qui allait voir un psy, peut-être. Hein. Peut-être que le Klingon, il a été voir un psy. Hein. Peut-être, ouais. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Et puis en plus de ça, il y a juste un truc au niveau formel. Moi, j'ai quand même bien aimé les premières scènes de flashback, etc. Mais quand même... au niveau du rythme,
c'était insupportable parce que t'avais 2 minutes dans le présent, 2 minutes de flashback, 2 minutes de présent, 2 minutes de flashback. Enfin, le montage c'était est confus. des allers-retours, n'importe quoi. Ils auraient mieux de faire des gros blocs pour diminuer les allers-retours parce que là, ça n'avait vraiment aucun sens au niveau du rythme, quoi. Alors après, est-ce que la volonté, si pour une fois, on va dire que je me range, je me fais l'avocat du diable, si je puis dire, est-ce que la volonté, c'était pas de reproduire l'impression de flash, puisque ça fait partie du PTSD, d'avoir des flashs Ouais, mais d'accord, mais tu le fais une fois ou deux, Ouais. mais t'es pas obligé de le faire 4-5 fois, quoi. On a compris. Enfin bref, on va conclure là-dessus d'ailleurs, justement. Du coup, on est tous d'accord pour dire que c'était quand même un gros épisode de merde. On est d'accord. Oui, caca. À un moment donné, dans une scène au front, il y a un soldat, je sais pas comment l'appeler, qui est en état de choc, et il y a M'Benga qui lui demande rappelle-toi, pourquoi est-ce que tu t'es engagé à Starfleet? Parce que je voulais voyager et découvrir de nouveaux mondes, et là je comprends pas ce qu'on fait depuis plusieurs jours. Et je me suis identifiée à ce personnage, mais à mort. Exactement. Je Nous, comprends pas ce que je fais là. ça fait 18 épisodes, on s'est engagé là-dedans et on sait pas ce qu'on Ils fout sont là. où les voyages? Ils sont où les nouveaux mondes? Ils sont où les vaisseaux? Qu'est-ce que je fous là-dedans, quoi? Mais pour contextualiser, parce que Star Trek, c'est toujours ancré dans le temps, j'ai vraiment l'impression que c'est très maladroit, mais c'était un épisode qui parle un peu des gars qui reviennent d'Afghanistan. Et où ils ont été faire une guerre où, en fait, elle a servi à rien. Et c'est un peu le truc, quoi. Moi, je pense que c'est un peu je pense que tous les troufions, ils peuvent avoir ce sentiment-là que ça n'a pas servi à grand-chose, c'était une des guerres cheloues, quoi. Donc voilà, la liste est longue, je pense. Surtout chez les ricains. On va penser à un truc plus rigolo, c'est la partie promo ou reco. Alors Céline, est-ce que tu as des choses à nous recommander ou à nous promouvoir? Ou comment se passe ta vision des films Star Trek TOS? Parce que c'est la première fois que tu les vois. Parle-nous-en un peu, tiens. Alors, oui, parce qu'il n'y aura pas de promo, hein, effectivement, sauf si vous êtes intéressé par des séjours en psychiatrie. Alors, j'ai regardé la première partie du 4e film avec mon fils et mon mec qui a consenti à en regarder un petit peu, qui est pas du tout branché Star Trek et qui a trouvé ça pas mal, qui était plutôt agréablement Oui, c'est celui avec les baleines, c'est normal. C'est celui avec les baleines, effectivement. Après, j'avoue que là, c'est la première fois où la VF me gêne vraiment parce que je sens qu'au niveau de l'humour, je sens la réécriture et je pense que je passe à côté de plein de choses qui doivent mieux rendre en VO. Mais pour l'instant, en tout cas, ça se passe très bien. J'avoue que ça se passe mieux que ce que j'imaginais. J'avais quand même une appréhension que ça me paraisse trop... Ah, je sais, j'ai dû te convaincre. Oui, mais c'est parce que tu as été extrêmement efficace que, tel un zombie, je me suis dirigée vers ma télé, un peu trop rapidement d'ailleurs, parce que je n'ai pas choisi le bon film. J'ai rigolé mon fils devant. Et en fait, puis j'avoue que c'est aussi un petit peu un kiff de partager ça avec lui, parce qu'il accroche aussi énormément. Il est super pertinent dans ses remarques. Donc c'est assez sympa de découvrir ça ensemble. Et puis moi, ça me permet un petit peu d'étendre mes connaissances sur le lore Star Trek. Donc non, pour l'instant, ça se passe très bien. C'est très chouette. Et en termes de reco, Drag Race France, saison 2, c'est super. C'est le feu, je vous le recommande. Et sinon, pour rester dans le domaine psy, peut-être que quelqu'un en a déjà parlé, je ne sais pas, c'est une série Apple TV. C'est Shrinking. Ah oui, avec Harrison Ford. Ouais, avec Harrison Ford, qui est produit par Brett Goldstein, qui joue Roy Kent dans Ted Lasso. Et bon, on retrouve un petit peu cette fibre très feel-good qu'il y a dans Ted Lasso, que moi j'aime beaucoup. Puis voilà, c'est très, franchement, c'est très sympa. C'est assez drôle, c'est bien écrit, et Harrison Ford est parfait dans le rôle de vieux briscard, mentor, psy un peu désabusé. Puis bon, moi ça me fait un peu rêver, parce que visiblement ça vaut le coup d'être psychothérapeute aux États-Unis. Ils ont tous des putains de villas avec piscine. Vrai. Qui n'est pas trop mon cas, ou le cas des petits en France, mais voilà, en tout cas c'est une bonne série feel good que je recommande quand on a besoin de se remettre d'un très mauvais épisode de Star Trek par exemple. Ok, merci beaucoup, c'est noté. Et toi, Cyril Michael? Et tout un plein de nouveaux épisodes de Space Opera, avec des nouveaux formats qui arrivent là. Ton podcast, donc. Et le podcast, et puis sur YouTube, toujours la chaîne, toujours Entreprendre à l'étranger, dont une version portugaise de Space Opera arrive, et une version portugaise d'Entreprendre à l'étranger arrive aussi. Pas la belge. Et ouais. Nous, la saison 3, on a commencé hier, d'ailleurs, la tournée du podcast Prekinstoria. Et sinon, qu'est-ce que je vous recommande? La Filmothèque d'Amazon. Tous les samedis, je m'amuse à aller aléatoirement sur les mauvais films d'Amazon et je trouve des trucs incroyables. Ah, il y en a plein. Ah oui, il y en a plein. Mais je trouve des trucs avec des Christophe Lambert qui sont venus prendre le chèque à 5 minutes du film et qui font une apparition à 5 minutes des dernières images du film. Incroyable. Et même des vieux films avec Jeffrey. On parlait tout à l'heure de ce personnage là qui apparaît tous les 50 ans dans Star Trek. Jeffrey Combs, qui est un acteur secondaire qui fait plein de personnages dans Star Trek,
il a une filmographie sur Amazon incroyable. Ah bah, il y a sûrement tous les réanimateurs, j'imagine. Mais non, mais l'autre jour, je suis tombé sur Faust. Ah bah oui. Eh ben, je ne le connaissais pas. Voilà, bref, je vous conseille Amazon là-dessus, parce qu'il y a plein de films qu'on ne connaît pas. Il y en a certains qui sont très mauvais, et moi, je trouve que c'est dans les films très mauvais qu'il y a des choses à prendre. Voilà. C'est vrai. Donc on t'écoutera donc dans ton podcast Space Opera. J'ai bien aimé justement les derniers épisodes où tu fais des monologues comme ça, c'était très sympa. Et aussi donc ta dernière vidéo, c'est sur les Q, le Continuum Q. Oui, donc, je l'ai pas encore vu, je vais regarder ça tout de suite. Et j'ai pensé à toi avec l'épisode 3 de Strange New Worlds de la saison 2 parce qu'on parlait des augmentés des guerres eugéniques et tu avais sorti justement une vidéo sur les guerres eugéniques juste avant, donc maintenant il faut la réactualiser. Ouais, non mais j'ai prévu là bientôt, c'est pareil sur le Zadvash, là il faut que je fasse... Bref, ils font chier les scénaristes. Voilà. Et toi, Romain ? Moi, je suis en train de finir le 3e tome de ce que je considère être le plus grand roman de science-fiction du 21e siècle, qui s'appelle Le problème à 3 corps. C'est un roman chinois de science-fiction qui est absolument admirable. Alors pour le coup, les scénaristes de Star Trek versus le romancier qui a écrit ces problèmes, tu te rends compte qu'ils n'ont pas le même niveau de culture et pas le même niveau d'intelligence. Ça, c'est assez clair. Faut le lire absolument, en fait. Hein. C'est juste génialissime. Ça a été d'ailleurs adapté en série télé en Chine et c'est disponible gratuitement sur YouTube. Il y a 30 épisodes, ça couvre à peu près l'intégralité du premier livre. Je vous le conseille vivement. Et il y a une série Netflix qui arrive bientôt, qui sera faite par les mecs de Game of Thrones, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, à voir aussi. Je pense que c'est pas adaptable à mes yeux. Les Chinois ont fait du bon boulot, mais ça couvre que le premier livre. Je pense que le 2e et le 3e livre sont pas adaptables pour des raisons simplement de budget et de réalisation. Mais lisez les livres, c'est vraiment extraordinaire. Netflix, ils ont l'air d'avoir mis la caillasse. Hein, donc, et pour ceux qui n'aiment pas la littérature, il faut savoir que ça sort aussi en bande dessinée régulièrement. Là. C'est Li Xiutran, là. Non, oui, c'est ça. Ouais, Li Xiu, ouais, moi j'étais tombé sur une de ses nouvelles où j'avais adoré. Puis pareil, cette vision de la science-fiction asiatique qu'on connaît très peu, nous, en Europe. Et tout est en train d'être adapté en bande dessinée française, enfin belge. Voilà, classique. Ok, et ben on regardera ça. Et moi, ma reco à moi, c'est Futurama qui a repris, qui m'a fait bien rigoler en se foutant de la gueule justement des plateformes de streaming et qui ironisait sur le fait que des séries qui sont annulées 3 fois, qui reviennent, ça n'existe pas. Et enfin voilà, c'était sympathique, vraiment, vraiment sympa. Et du coup, on va s'arrêter là. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que si nos podcasts vous plaisent, merci donc de mettre 5 jolies étoiles et sympathiques commentaires sur les applications où vous nous écoutez. Et que vous pouvez nous retrouver sur notre Discord, notre Twitter, notre Facebook et bien sûr sur notre site podcast.lecadranpop.fr. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une longue vie et tout plein de prospérité. Salut tout le monde. Ciao. Ciao. À bientôt. Program complete.